orateurs qui m'ont précédé vous ont entraîné dans leur élan. Donc je pourrais m'arrêter là et conclure. Mais je suis profondément heureux de votre présence. Je suis très profondément heureux des sentiments que vous avez exprimés tout au long de la soirée. Chaleureuse, elle l'est, et puis profonde. Et ma présence ici, je veux vous le dire, elle ne doit rien au hasard. Et ce n'est pas une présence électorale. Et je veux, après avoir salué mes amis, vous dire pourquoi. Mais je veux que vous sachiez à quel point l'équipe qui est formée dans l'océan Indien est une équipe qui mérite l'enthousiasme et le respect. Alors je veux vous demander d'applaudir les deux députés qui sont là, Abdoulatif Ouali, député de Mayotte, et Philippe Coyot, député de Cannes. Je veux vous dire l'amitié profonde et l'admiration que j'ai pour l'équipe qui anime la famille du Centre à La Réunion. Alors je salue Thierry Robert et Michel Lago. Je salue avec amitié profonde et admiration les deux présidents de conseils généraux de l'océan Indien qui se sont exprimés à cette tribune, Daniel Zaïdani et mon ami Nassima Bouba. Je salue les élus du Conseil général qui sont là. Alors, je veux saluer sous vos applaudissements Joseph Sidi Malé, Ibrahim Dardar, Jacqueline Silota, Patrick Héroudel et André Kenankoul. Et je salue les maires que j'ai vus nombreux, les élus municipaux, mais je saluerai Michel Denmont, maire des Avirons. C'est pas d'aujourd'hui que j'aime la Réunion. J'aime la Réunion depuis que l'île m'a été présentée par un Réunionnais que j'aimais, qui s'appelait Raymond Barre, qui avait toujours gardé dans son cœur la Réunion dans son cœur et qui est probablement le premier à m'avoir dit du fond de sa mémoire, du fond de son histoire, ce qu'était la société de la Réunion, ce qu'était profondément le peuple de la Réunion, les peuples et le peuple de la Réunion, ce qu'était ce miracle-là qui avait vu des femmes et des hommes d'origines si différentes, séparés par l'espace, séparés par la culture, et qui tout d'un coup, dans un creuset unique, ont formé un seul peuple, une seule volonté, un seul avenir, une seule identité. Et j'ai tout au long du temps, en parlant avec les élus de la Réunion, divers et variés, beaucoup sont là réunis dans une force politique nouvelle, et dont, je le dis au passage, on entendra parler pour l'avenir de la Réunion. Parce qu'on a besoin que cette force politique que vous formez tous ensemble dans l'océan Indien et à la Réunion renouvelle profondément le paysage politique du pays. Mais d'avoir vu se former, et j'en parlais, je disais, avec tous les élus de la Réunion que j'ai côtoyés au long des années, d'avoir vu se former une société qui est en elle-même non seulement un visage de la France, mais un message pour la France.
Vous avez, vous, appris au travers du temps des choses dont la France aujourd'hui a le plus grand besoin et dont on se tromperait en ne les regardant pas. La terre de la tolérance, la terre de la compréhension, la terre de l'intelligence des différences entre les gens. Celle qui sait que il n'y a ni dans la couleur de la peau, ni dans la religion, ni dans la culture, ni dans l'origine, il n'y a matière à se séparer et qu'au contraire, il y a là matière à s'unir et à se réunir. Malheureusement, ces sentiments-là ne sont pas les sentiments de la société française aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'insister, mais vous savez tous, les uns et les autres, par les contacts que vous avez, par les amis que vous avez en métropole, les inquiétudes qui parfois règnent, les sentiments mauvais, les poisons qui ont envahi trop souvent la société française. Alors je suis heureux de pouvoir dire à La Réunion que mon exemple à moi, c'est ici que je le trouve. La manière dont je pense l'avenir d'un peuple comme le peuple français, c'est dans la tolérance et la compréhension qui ont fait la Réunion, le peuple de la Réunion et la volonté de la Réunion. J'ai vécu cet après-midi une expérience très émouvante. Nous sommes allés dans le quartier du Chaudron pour rencontrer ces jeunes qui ont été engagés dans les mouvements d'il y a quelques mois. Et naturellement, on avait eu beaucoup d'avertissements officiels nous disant « il ne faut pas que vous y alliez ». D'ailleurs, les autres candidats n'y sont pas allés. Et je leur ai répondu « excusez-nous, mais nous ne sommes pas les autres candidats ». Si précisément, notre vision à nous, notre philosophie à nous, c'est que quand il se passe quelque chose d'important, de lourd, de grave pour l'avenir, nous y allons, nous n'hésitons pas, nous n'éludons pas les questions, nous rencontrons les gens, spécialement quand ce sont les jeunes, et spécialement quand ils ont quelque chose à transmettre. Non pas seulement de la situation des jeunes de ce quartier-là, mais de la situation des jeunes de toute la Réunion. Alors c'était une rencontre naturellement un peu mise en scène, parce qu'il voulait montrer qu'il n'avait pas de complaisance, qu'il n'avait pas de soumission, que donc ils étaient là comme une force organisée et que les traits de leur visage ne bougeraient pas au début. Après, naturellement, ils se sont allumés et ils ont parlé avec nous. Mais ce que j'ai entendu d'eux, et que je veux répéter devant vous, j'ai entendu deux choses, et les deux étaient vraies. La première des choses qu'ils ont dites, c'est que la Réunion est un miroir, et les problèmes de la Réunion sont un miroir grossissant des problèmes de la France. Il ne faut pas considérer qu'il y ait la Réunion d'un côté et la France de l'autre. Il y a à la Réunion des problèmes qui ne sont pas autre chose que plus vifs, plus aigus, plus brûlants quelquefois, les problèmes de la société française elle-même. Bien sûr, il y a du chômage, et un chômage insupportable parmi les jeunes à La Réunion. Mais il y a du chômage et un chômage insupportable parmi les jeunes en métropole. Il y a un chômage et un chômage insupportable parmi les jeunes dans certains quartiers de métropole qui sont les moins intégrés, les moins équilibrés dans le moment que nous vivons. Et donc pour moi, j'ai entendu et reçu ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de différence de fond entre la situation de la Réunion et la situation d'un certain nombre de quartiers ou de villes en France. Et deuxième chose qu'ils ont dite, et que probablement des gens qui auraient fait de la politique à l'ancienne ne se seraient pas attendus à entendre. Autrefois, dans ce genre de rencontres, il y avait uniquement des demandes qui étaient des demandes de subventions, d'aides, d'apports d'argent, de chèques que l'on signe, et les politiques à l'ancienne faisaient des promesses et ne les respectaient jamais. C'est d'ailleurs le cas dans cette élection présidentielle.
vous pouvez lister les promesses qui ont été faites à la Réunion. Je reviendrai, je vous le promets, et vous verrez que ces promesses multipliées ne peuvent pas porter de fruits. Je ne ferai pas de promesses impossibles. Je tiendrai devant vous, élu président de la République, les engagements de fond que je prendrai, et je viendrai vérifier avec chacun d'entre vous ce que seront les tenues des engagements de fond pour l'outre-mer et pour l'océan Indien. Il y a eu trop de promesses les années passées. Il y a eu trop de promesses dans les décennies écoulées. Et ces promesses n'ont pas été réalisées. Ce que les jeunes tout à l'heure disaient du Chaudron, c'était quelque chose pour moi de très important et même de très émouvant. Ils disaient « Nous voulons travailler et nous voulons prendre notre destin en main. Nous voulons que ce soit de chez nous, parmi les jeunes, de toute classe sociale ou de toute origine, que se situent les futurs entrepreneurs de la Réunion. » Ils ont même employé le mot de capitaine d'industrie pour les jeunes de la Réunion. Sortir du peuple des citoyens réunionnais et du peuple des jeunes réunionnais, ceux qui auront des idées, ceux qui auront de l'imagination, ceux qui créeront des entreprises, ceux qui auront fait des études suffisantes pour qu'il y ait de la recherche et des brevets et de l'intelligence et de l'activité et du tourisme et de l'industrie et de l'agriculture qui naissent du sol de la Réunion, naissent du peuple de la Réunion, pour que les Réunionnais eux-mêmes prennent leur destin en main et que se créent les emplois et les richesses dont la Réunion a besoin. J'ai entendu ce message et pour ma part, c'est ce message-là que je soutiendrai. Je veux que vous sachiez quel est l'état d'esprit dans lequel je suis. Je crois que la Réunion, comme la France, que l'océan Indien dans l'outre-mer, comme la France, ont des atouts exceptionnels et qu'il suffit que désormais nous forgions la volonté de jouer les bonnes cartes au bon moment et aux bons endroits. C'est en forgeant cette volonté-là, en ayant comme esprit ce que j'ai placé au centre de la campagne présidentielle. Si vraiment la question, comme je le crois, la question de notre pays tout entier est la question de l'emploi, des emplois pour les jeunes et pour les adultes qui ont charge de famille, et si la question est la création de richesses pour soutenir le modèle social que nous avons devant nous, alors il est temps de mettre en premier chapitre de l'action politique de notre pays le retour de la production sur notre sol. Nous avons laissé partir depuis des années des secteurs entiers d'activité. Nous n'avons pas su saisir les chances qui étaient devant nous, faute d'avoir, je ne sais pas, une politique réfléchie en commun et menée ensemble. Une stratégie, pour employer un grand mot, qui soit celle de tout le pays. Depuis des années et des années, on nous a fait croire, on nous a laissé croire, on nous a poussé à croire qu'après tout c'était la fatalité. On nous a poussé et donné à croire que nos problèmes, ils venaient de ce que la Chine ou l'Inde avaient des coûts de travail tellement bas qu'il était impossible de les concurrencer et de trouver des activités sur notre sol. On nous a dit ça tous les jours et toutes les semaines. Et un certain nombre d'entre nous ont fini par le croire. Eh bien, je vous le dis, c'est là qu'était l'erreur. Si nous regardons l'Europe comme elle est, et je ne suis plus pour un instant dans l'outre-mer, mais sur le continent européen, si je regarde l'Europe comme elle est, que je regarde la situation française comme elle s'est déroulée au travers du temps, et que je compare cette situation française avec les pays qui nous entourent dans la même région de l'Europe, alors je vérifie ceci. Les raisons qu'on nous a données, les explications qu'on a multipliées devant nous pour les difficultés que nous rencontrons, ces raisons-là sont fausses. Parce qu'après tout, l'Allemagne, à nos frontières, elle a la même monnaie que la nôtre, c'est l'euro. Elle a les mêmes contraintes que les nôtres, elle appartient à l'Union européenne.
Elle a le même coût du travail que le nôtre et même un coût du travail légèrement plus élevé qu'il ne l'est en France. Et pourtant, dans le même temps où nous avons vu s'effondrer la production du pays et exploser le chômage, dans le même temps, sur les mêmes produits, avec les mêmes productions industrielles et agricoles, l'Allemagne, elle, a explosé, elle n'a cessé d'engranger les bénéfices, d'engranger les excédents, et le chômage, dans plus de la moitié de l'Allemagne, a carrément disparu. Eh bien, je dis que s'il y a deux pays, et je pourrais regarder la Suisse, et je pourrais regarder les Pays-Bas, je pourrais même regarder une partie de la Belgique et une partie de l'Italie. Ces pays-là ont su relever des défis que nous, Français, n'avons pas su relever. Il est temps de s'y mettre. Je propose que les 5 années qui viennent, nous concentrions tous nos efforts, toutes nos forces, toutes nos capacités, toute notre volonté de solidarité, y compris dans le monde économique, pour que de nouveau les emplois et les richesses retrouvent droit de cité sur la terre de France, en métropole et outre-mer. En métropole et outre-mer. Si nous ne faisons pas de ce sujet-là le sujet de la campagne présidentielle, nous allons passer à côté de ce qui est peut-être, et je regarde chacune et chacun d'entre vous en disant ça, la dernière chance de redresser le pays. Parce que je vois une campagne présidentielle qui se disperse, je vois une campagne présidentielle dans laquelle aucun sujet ne réussit à prendre, dans laquelle les idées les plus disparates sont... Il y a quelque chose de suffisamment chaleureux à la Réunion pour qu'on le prenne en compte. Je vais d'ailleurs aussi enlever ma veste, ce qui a... Il fait chaud dans les cœurs. Et c'est parce qu'il fait chaud dans les cœurs. Si avec les mêmes contraintes, les mêmes conditions, les autres réussissent à relever les défis, alors c'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. Parce que ça signifie que c'est en raison d'un certain nombre d'erreurs commises chez nous, un certain nombre de fautes d'orientation commises chez nous, un certain nombre d'insuffisances, que nous sommes dans la situation où nous sommes, et il n'y a pas de meilleure nouvelle pour un peuple que d'identifier les causes des difficultés qu'il a rencontrées et donc de décider de les corriger. Et c'est ce que je propose. Au lieu d'avoir dispersion des idées, dispersion des annonces, dispersion des mesures, je vous propose un programme en 2 parties. La première partie, c'est que nous avons besoin, outre-mer et en métropole, dans l'océan Indien comme là-bas sur la terre de l'Europe occidentale, nous avons besoin de reconstruire les entreprises, les procédés, les emplois, les richesses qui seuls peuvent permettre à des jeunes d'espérer. Il n'est plus imaginable ou acceptable que nous soyons simplement à leur offrir des stages sans lendemain, à leur offrir des séries de CV qu'ils envoient à toutes les entreprises sans jamais trouver de réponse. Il est de la responsabilité des générations qui sont au pouvoir de créer l'activité économique qui est la seule qui puisse offrir un avenir aux jeunes. Il n'y a pas d'avenir uniquement, il n'y a pas d'avenir. Il ne peut pas y avoir d'avenir uniquement dans les aides distribuées, parce que bientôt les aides vont s'épuiser. Je vous le dis avec force, avec certitude, avec confiance, que c'est dans la vraie activité et dans la vraie création de richesses que la terre de France comme l'outre-mer vont trouver leur avenir. Et il y a des dizaines et des dizaines de secteurs que nous n'avons pas explorés. Si je regarde l'outre-mer, je suis frappé de voir à quel point les décisions ont été parfois à courte vue,
à quel point les politiques ont été peu soutenues au travers du temps, à quel point il y a eu peu de réflexions partagées entre le pouvoir de la République en métropole à Paris et les responsables élus de l'outre-mer. Je trouve qu'on a manqué de plan et qu'on a manqué de volonté au travers du temps. C'est pourquoi j'ai pris la décision de faire que l'outre-mer ne sera plus traité au sein du gouvernement de la République par un secrétariat d'État de deuxième rang dont on n'entend pas la voix. Je ferai de l'outre-mer un ministère de plein exercice de la République française. On a besoin de responsables politiques de premier rang, de poids lourds, pour venir discuter territoire par territoire avec les élus de l'outre-mer en disant qu'allons-nous nous fixer comme but, qu'allons-nous nous fixer comme échéance, quels sont les secteurs que nous voulons développer, quels sont les buts que nous voulons atteindre, comment allons-nous promettre aux populations, aux citoyens dont nous avons la charge, que leur destin va être pris en main. Et s'agissant spécialement de la Réunion, on voit bien les secteurs d'activité qui ont absolument besoin d'être développés, ne serait-ce que pour que la Réunion trouve un équilibre et une fierté qui puisse faire qu'il n'y ait plus toutes ces fractures sociales à l'intérieur. Alors je dis des choses simples. Tout à l'heure, nous sommes allés au marché forain du Chaudron. Les carottes étaient australiennes. Eh bien, excusez-moi, quand on a la terre de la Réunion, et le climat de la Réunion, et les agriculteurs de la Réunion, eh bien, il faut fixer le but que l'autosuffisance alimentaire, la capacité de production sur place par les Réunionnais, au moins dans le domaine de l'alimentation, soit une réalité. Quand on a le climat que vous avez et la terre que vous avez, et l'intelligence que vous avez, le savoir-faire que vous avez, tout cela est à développer. Quand on est un pays producteur de fruits comme vous l'êtes, comme vous pourriez l'être encore bien davantage, Nassima me racontait les tonnes de fruits qui se perdent simplement parce que la chaîne du froid, du traitement des fruits n'a pas été construite comme elle devait l'être. Eh bien, ça, ce sont des investissements qui méritent d'être soutenus de manière que la Réunion en agriculture, et notamment pour ce qui concerne les fruits et les légumes, soit en développement. La métropole n'attend que ça pour consommer ce que vous avez à produire. Et de la même manière, bien, dans le domaine de la viande, dans le domaine des volailles, dans le domaine du porc, dans le domaine du lait, puisqu'on évoquait tout à l'heure les yaourts, c'est un objectif pour la Réunion de viser, avec des étapes qui seront réalistes et concrètes, de viser la capacité pour les Réunionnais de produire pour les Réunionnais, au moins, de produire pays, de produire sur place. La métropole est là parce que vous faites des produits qui, en effet, eux aussi méritent de rencontrer les fruits que j'ai rencontrés sur les étals. Quelques-uns d'entre eux, c'était la première fois que je les goûtais, étaient suffisamment excellents et rares pour qu'ils puissent devenir aussi des produits de consommation sur le territoire de la métropole. Nous en avons besoin et vous en avez besoin, alors vous allez le faire parce que c'est normal et que c'est légitime. De la même manière, bien entendu, tout le monde voit bien qu'on n'est pas au bout des capacités touristiques de la Réunion. Tout le monde voit bien qu'il y a des équipements à bâtir, des emplois à récupérer, qui ne seront pas seulement des emplois de service, mais chaque fois qu'on met en place une activité touristique, il y a techniciens, commerciaux qui valorisent, qui mettent en place les programmes qu'on va vendre. C'est une grande chance pour beaucoup d'Européens, mais pas seulement eux. Vous avez la chance d'être un peuple qui a gardé des liens avec ses terres d'origine,
des liens avec la Chine, des liens avec l'Inde. Eux aussi ont besoin de tourisme à La Réunion. Eux aussi ont besoin qu'on bâtisse des programmes. Nous allons nous fixer comme objectif de développer cette production particulière qui est la production touristique à La Réunion. Et quand on est sur votre terre, sur notre terre réunionnaise, comment ne pas voir ce que tous vous avez d'une manière ou d'une autre entrevu, que c'est une terre bénie pour les énergies renouvelables, que c'est criminel de ne pas avoir installé ici et développé ici une production énergétique qui laisse de côté la dépendance au pétrole, au carbone fossile, comme on dit, pour que la Réunion soit une avant-garde, une terre d'avant-garde, une terre d'excellence pour les énergies renouvelables. Quand on a le soleil, quand on a l'eau, quand on a le vent, comment se fait-il qu'on en soit encore à ce degré-là? Et le gouvernement est coupable, extrêmement coupable, parce qu'il avait fixé des règles qu'il n'a pas respectées. Et de la même manière, toutes les questions autour de la vie chère qui préoccupent naturellement la plus grande partie de la population de la Réunion, que mes amis ont traité à la tribune avant moi et que je veux aborder avec eux. On sait très bien qu'il y a deux grands éléments pour la réalité de la vie chère à la Réunion. Le premier de ces éléments-là, c'est l'éloignement. Et l'éloignement ne s'efface pas d'un coup de gomme. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a des surcoûts, il faut essayer de les effacer. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place un office du transport de l'outre-mer qui aura, cet office-là, la vocation et la charge de négocier avec les entreprises de transport et de trouver la meilleure organisation nécessaire pour baisser le coût pour les marchandises et pour les personnes, notamment pour les étudiants qui sont étudiants en métropole et qui ont besoin de retrouver leur terre natale. Je dis au passage, s'agissant des étudiants, que je ne trouve pas anormal l'expression de la revendication qui veut que les carrières administratives soient organisées de telle sorte que les jeunes originaires de la Réunion puissent se retrouver plus rapidement sur leur île natale, parce que lorsqu'on oblige à faire 11 000 km, il me semble qu'il est normal et légitime qu'on organise les choses. Peut-être ça sera vrai un jour d'ailleurs pour les provinciaux en France, parce que les Béarnais, les Pyrénéens, les Basques, les Bretons ont aussi quelquefois envie de retrouver leur terre natale, et je suis sûr qu'ils y feraient du très bon travail, parce que quand on comprend un peuple, on l'enseigne mieux, on l'administre mieux, on organise mieux sa sécurité. Les transports de personnes et les transports de marchandises. Voilà une question, un élément de la cherté de la vie, et nous proposons une solution ou une réflexion autour de cet élément avec l'Office de transport de l'outre-mer qui sera chargé d'une certaine manière d'organiser la continuité territoriale réelle et de reprendre tous les crédits qui sont utilisés dans ces secteurs pour qu'ils apportent l'allègement le plus grand possible au coût du transport pour l'outre-mer. Mais il y a une deuxième chose qui est naturellement présente à vos esprits, c'est que les conditions de distribution font que, dans un grand nombre de cas, la concurrence ne peut pas jouer et faire baisser les prix des produits de première nécessité, des produits du bâtiment, d'un certain nombre de produits dont la population a besoin. C'est cette absence-là, cette mauvaise organisation-là de la distribution qui fait la cherté d'un grand nombre de produits outre-mer. Et cela méritera d'être repris avec les élus locaux de la Réunion, avec la population de la Réunion, pour que chacun puisse s'exprimer sur ce très important sujet. Il y a une série de causes qui tiennent non pas à l'éloignement, mais à l'organisation de la distribution à la Réunion, et il faut regarder en face ces problèmes d'organisation de la distribution. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle le logement
par exemple, devient si cher à La Réunion, la construction de logements devient presque inaccessible, bien qu'il y ait plus de 20 000 logements actuellement vacants, simplement parce que les uns ne sont pas aménagés et que les autres sont la responsabilité de propriétaires qui ont peur de louer parce qu'ils ont peur de ne pas se sortir du problème de la location si leur locataire se révélait insolvable ou de mauvaise volonté. C'est pourquoi j'ai proposé la mise en place immédiate d'une mutuelle d'assurance des risques locatifs qui feront qu'il n'y aura plus besoin de caution et que les propriétaires seront défendus lorsqu'ils voudront offrir des logements et notamment des logements sociaux. Mais tout cela, j'espère que vous mesurez ce qu'il y a en arrière-plan à ce que j'explique devant vous. Ce que j'explique devant vous, au contraire d'un certain nombre d'élus, c'est qu'on a absolument besoin d'avoir une responsabilité plus grande des décisions prises sur place. Il est impossible de Paris, à 10 000 kilomètres d'ici, de comprendre les données, les besoins et les contraintes qui sont celles du territoire et des populations de La Réunion. C'est trop loin, l'administration ne comprend pas. N'avoir qu'une seule règle sur l'ensemble du territoire de la France et de l'Europe, c'est une manière de paralyser les volontés et les initiatives, de les empêcher d'éclater. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des adaptations discuter avec les élus locaux d'un certain nombre de normes, d'un certain nombre de règles qui empoisonnent la vie de ceux qui voudraient faire quelque chose à La Réunion. Ce que je dis là, c'est vrai pour l'ensemble des territoires de la France. Mais je vous raconte une histoire. J'étais en Guyane et je visitais une toute petite entreprise, il y en a très peu, qui était une entreprise de deuxième transformation du poisson. Je dis pour Mayotte que cette question se posera et que pour La Réunion aussi elle se posera, parce que la mer est une formidable richesse. Philippe Folliot me disait que seulement en raison de l'emplacement géographique de La Réunion, le territoire marin qui est sur l'autorité de la France dans cette région est plus grand que le territoire de la France lui-même. C'est une richesse, et c'est une richesse dont il faut qu'il vous revienne une partie. J'étais en Guyane, transformation de poissons, petite entreprise, et le monsieur faisait du poisson fumé. Et je parle avec lui, et je m'aperçois, la Guyane, vous voyez, c'est la plus grande forêt de l'ensemble français. C'est une forêt à la dimension d'un pays tout entier. Eh bien, en Guyane, au bord de cette immense forêt, qui est une richesse géopolitique, pour fumer le poisson, le petit artisan qui était en face de moi, pour répondre aux normes européennes, il était obligé de faire venir du hêtre séché de France métropolitaine, pour fumer son poisson en Guyane. Eh bien, il y a là le résumé en une photo de toutes les absurdités, de toutes les normes qu'on essaie perpétuellement d'imposer sous des autorités qui ne comprennent rien, sous des administrations qui ne comprennent rien, à des territoires et à des peuples qui se développeraient 100 fois mieux si on leur laissait la liberté et si on leur donnait la confiance de gérer eux-mêmes leur propre développement et de prendre eux-mêmes les décisions qui s'imposent. On a besoin de retrouver cette confiance-là, de faire en sorte qu'il y ait une vraie et authentique décentralisation, et bien entendu que la décentralisation doit être plus importante outre-mer qu'elle ne l'est en métropole, parce que la distance géographique et la distance psychologique sont des réalités. Le fait que nous aurons un ministère de l'outre-mer de plein exercice, chargé d'être constamment sur le terrain, au contact des élus, et les élus auront le dernier mot chaque fois qu'ils mériteront de l'avoir, je m'y engage. C'est une manière de confiance à La Réunion, une manière de confiance à l'outre-mer, une manière de confiance au visage différent de l'avenir de la France dont nous avons le plus grand besoin.
Et c'est bien entendu la même chose à Mayotte. Je veux dire au passage aux deux élus de Mayotte qui sont là, à quel point l'allongement de la piste de l'aéroport de Mayotte pour que des gros porteurs puissent s'y poser et pour le développement de l'île, la chose la plus intéressante et la plus importante qu'on peut faire, on a moins besoin de subventions qu'on a besoin de soutenir la volonté et l'initiative de ceux qui sur place ont envie de faire vivre leur territoire et de proposer pour ces territoires de réelles initiatives économiques, et le tourisme évidemment et le transport évidemment en sont la condition. Je voulais aborder le deuxième chapitre et puis ce sera pour moi au fond le plus important. Produire, ça doit être notre obsession. Reconstruire les conditions de la production. Des productions agricoles, des productions industrielles, des productions touristiques, des productions énergétiques, des productions numériques, demain. Produire. Mais cela ne sera rien si nous ne redressons pas la barre en matière d'éducation nationale, en matière d'instruire. La France a eu la meilleure éducation du monde. Le monde entier regardait la France comme le pays où on pouvait former les enfants et les jeunes. Le monde entier regardait la France comme le domaine d'excellence en matière de transmission des connaissances, en matière de sciences et en matière de recherche. Ce pays-là, notre pays, ne peut pas accepter que l'illettrisme frappe plus de 1 sur 5 des élèves quand ils sortent de l'enseignement primaire. Nous ne pouvons simplement pas l'accepter. Parce que vous savez ce que c'est pertinemment. Un enfant qui entre en 6e sans maîtriser la lecture, l'écriture, la langue française et le calcul dont je suis un défenseur, cet enfant-là ne pourra pas suivre dans l'enseignement secondaire. Ce n'est pas vrai. Il sera dans la classe, mais il ne suivra pas. Et comme il n'aura pas dans la classe la reconnaissance qu'il attend, parce que tous, de quelque âge que nous soyons, nous attendons une reconnaissance, ces enfants-là, ils ne pourront pas trouver la reconnaissance scolaire, alors ils chercheront la reconnaissance d'autres manières, et notamment en déstabilisant la classe à l'intérieur de laquelle ils se trouvent. Eh bien, remettre l'accent sur l'impératif de transmettre à l'école primaire les acquis fondamentaux dont nous avons besoin, dont un jeune garçon ou une jeune fille a besoin, non seulement pour son destin scolaire, non seulement pour son destin universitaire, mais pour son destin professionnel et de femme et d'homme, pour son destin de famille, pour son destin de futur père et de future mère de famille. Restabiliser cet enseignement primaire, c'est pour nous qui avons une certaine vision de la solidarité en France, et puis une certaine vision de la France comme un pays dans lequel il y a des valeurs que l'on défend, des valeurs républicaines et des valeurs humanistes. C'est pour nous la principale des missions que nous avons à remplir. Et je dis donc, je prends l'engagement que dans les 5 ans qui viennent, plus un élève n'entrera en 6e sans maîtriser la lecture, l'écriture, le calcul et la langue française, et s'il ne les maîtrise pas au moment de l'entrée en 6e, nous lui donnerons un enseignement spécialisé, un enseignement de reformation pour qu'il rattrape son retard avant de retrouver le système scolaire normal et classique. C'est un investissement, mais c'est le meilleur investissement que nous puissions faire parce qu'après, autrement, ils sont laissés sur le bord de la route et ils ne peuvent pas s'en sortir. Et puis la deuxième chose qui est nécessaire, c'est que, tout à l'heure, les jeunes que je rencontrais le disaient aussi. Ils disaient, s'il vous plaît, offrez-nous des débouchés universitaires qui ne soient pas des voies de garage. S'il vous plaît, prenez en compte ce que chaque formation universitaire va offrir plus tard comme possibilité professionnelle. Et s'il vous plaît, mettez en place les formations professionnelles
adaptées aux formations universitaires que nous avons sur l'île, enrichissez-les, faites-les progresser, parce que des diplômes qui ne débouchent sur aucun emploi, d'une certaine manière, c'est une trahison, c'est un mensonge, c'est une non-assistance à jeunes en danger et à pays en danger. Et c'est plus important encore outre-mer, et c'est plus important encore dans les provinces françaises, parce que ces jeunes-là ont l'impression d'être délaissés et qu'on les trompe. Retrouver le contrat de confiance entre les jeunes et ceux qui ont l'autorité sur l'éducation primaire, secondaire et universitaire et professionnelle, voilà le principal objectif que nous avons à remplir et voilà la principale correction que nous avons à apporter à l'organisation d'un système universitaire dont il est heureux qu'il soit enraciné à La Réunion, mais dont nous avons besoin de garantir les résultats effectifs pour la vie des jeunes. Les deux verbes que je viens d'évoquer devant vous, produire et instruire, ce sont deux verbes compréhensibles par tous les citoyens. Ils donnent le vrai enjeu, le véritable objectif de l'élection présidentielle que nous avons à vivre ensemble. Et c'est plus important encore outre-mer, et c'est plus important encore dans l'océan Indien. C'est probablement, je le disais tout à l'heure au début, c'est probablement, étant donné la situation du monde et la situation de notre pays, c'est probablement une élection de la dernière chance. Nous sommes, regardez ce qui se passe en Grèce, regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Espagne. Nous sommes, si vous écoutez la radio tous les jours, vous allez voir que ces temps-ci encore, une vague de déséquilibre est en train de se propager dans les pays européens. Pour une raison très simple et que j'avais dénoncée, y compris seul contre tous depuis des années. À force de ne pas être sérieux dans l'endettement du pays, on va déstabiliser les générations qui viennent. Je veux le dire devant vous. Le fait que les générations actuellement au pouvoir aient eu, d'une certaine manière, la lâcheté de repousser sur les plus jeunes le remboursement des salaires de fonctionnaires, des feuilles de sécurité sociale, des retraites, de tous ces milliards qui ont été utilisés pour le train de vie quotidien au lieu de s'en servir pour équiper un pays. Je n'ai rien contre l'emprunt lorsque cet emprunt est juste. Par exemple, pour la route des Tamarins que j'ai parcourue encore cet après-midi, ou pour d'autres projets de transport, parce qu'après tout, nous reprendrons peut-être un jour d'autres projets de transport alternatifs, y compris à La Réunion, et il ne faut pas abandonner complètement les idées qui méritent d'être étudiées. Vous voyez bien qu'il y a pour l'instant des blocages, des thromboses, des encombrements excessifs, des dépenses de carburant qui, étant donné le prix des carburants, ne pourront pas être soutenues longtemps. Oui, je pense qu'il faudra des projets d'investissement pour le futur. Et ces projets, il est juste qu'on en partage la charge avec ceux qui en auront l'usage. Moi, je ne trouve pas anormal qu'on emprunte pour un hôpital, qu'on emprunte pour une université, qu'on emprunte pour faire une grande route, une piste d'un aéroport. C'est absolument légitime et normal. Ce qui est honteux, ce qui est scandaleux, c'est d'avoir emprunté par dizaines de milliards, par centaines de milliards, et par milliers de milliards, simplement pour assurer le train de vie de générations qui n'étaient pas assez sérieuses pour prendre les décisions qui s'imposaient. C'est leur vie de tous les jours. Ce qui fait qu'on ne peut plus faire face aux obligations qui sont celles d'une société normale, équilibrée. Tout à l'heure, Nassima, tu disais les grammes. Les personnes âgées dont on a besoin dans une société pour qu'elles soient équilibrées. Si nous ne pouvons pas assumer les responsabilités que nous avons à leur égard, et tout à l'heure Thierry Robert nous parlait d'une dame qui n'avait que 132 € de retraite et 274 € de pension de reversion de son mari.
ce qui lui faisait 406 € pour vivre dans le mois. Alors, je ne sais pas exactement dans quelles conditions sociales elle se trouve, mais si nous ne pouvons pas assumer ces charges, c'est parce qu'au travers du temps, nous n'avons pas été sérieux dans la gestion des affaires publiques, nous avons consenti à des gaspillages alors qu'il aurait fallu équilibrer la vie du pays et dire « nous allons faire en sorte que les générations d'aujourd'hui paient les dépenses d'aujourd'hui quand il s'agit du train de vie normal et quotidien de l'État ». C'est ça qui n'a pas été fait. Et c'est cela qui a entraîné le déséquilibre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui en Europe. La crise, comme on l'appelle, qui n'existe que dans un certain nombre de pays, qui n'existe que dans les pays méditerranéens que je citais, et en France, que les autres pays, notamment du nord de l'Europe, notamment de l'Allemagne, ne connaissent pas. Cette crise-là, elle vient de l'irresponsabilité des gouvernants des deux partis qui se sont succédés au travers du temps au gouvernement de la France. Le Parti socialiste et l'UMP ont tous les deux poussé dans ce sens. Ils ont tous les deux eu les manettes entre les mains. Il y a eu un gouvernement socialiste qui a précédé deux gouvernements UMP. Et, de surcroît, dans les 10 années que nous venons de vivre, alors que c'est vrai, le gouvernement actuel et la présidence de Nicolas Sarkozy ont une responsabilité considérable puisqu'ils avaient la signature. Mais cependant, il faut dire à leur décharge, ou en tout cas pour être équilibré et juste dans le jugement, qu'ils avaient en face d'eux une opposition de gauche qui n'a jamais demandé qu'on soit équilibré, qu'on soit sérieux, qu'on fasse attention, qu'on fasse des économies, qui au contraire s'exprimait à l'Assemblée et défilait dans les rues, non pas pour qu'on dépense moins, mais pour qu'on dépense plus encore l'argent du pays, qu'on emprunte plus encore, qu'on fasse plus encore de déficit. Et je veux vous dire cela parce que c'est une responsabilité grave qui est entre les mains de chacun d'entre vous. Le déficit de la France, l'année 2011, qui vient d'être constaté, dont on vient de faire le bilan, ce déficit a été de 103 milliards d'euros. Alors, je suis un défenseur du calcul mental. 103 milliards d'euros, c'est 103 000 millions d'euros. Je ne sais pas si quelqu'un voit ce que 100 000 millions d'euros peuvent représenter comme dépenses pour un pays. C'est le salaire, charge comprise, pour toute l'année, de quelque chose comme 5 millions de Français. Ça, c'est le déficit que nous avons, à la fin de l'année, constaté et été obligés d'aller emprunter ces sommes à l'extérieur. 103 milliards d'euros de déficit, 1800 milliards d'euros de dette. 1800 milliards, c'est 1800 fois 1000 millions d'euros. C'est ça que nous devons, que nous allons devoir rembourser, nous, le peuple français. Et que nous devons à l'étranger. Parce que 70% de la dette du pays, c'est à l'étranger qu'elle a été souscrite. Ce sont des souscripteurs du monde entier et qui donc, auprès de qui il serait vain de leur expliquer qu'ils doivent attendre les remboursements. C'est pourquoi je dis que les candidats à cette élection, qui proposent non pas une stratégie pour supprimer le déficit dans les quelques années qui viennent, mais qui proposent des dépenses supplémentaires, ceux-là sont irresponsables. Je trouve, lorsque François Hollande propose de dépenser 30 milliards supplémentaires par an, et que Nicolas Sarkozy, pour rivaliser, propose d'en dépenser entre 10 et 15 annoncés dans la dernière semaine, je trouve que tous les deux ne servent pas les intérêts du peuple devant qui ils se présentent. Je dis que nous sommes là, nous, pour rappeler que toutes ces dépenses supplémentaires, alors je ne parle même pas de ceux qui prétendent qu'on va instantanément dépenser, combien j'ai vu pour le programme de M. Mélenchon, 130 milliards de plus, annuels.
Je ne parle même pas de ça parce qu'évidemment, il suffit de lire l'ensemble de ces mesures pour comprendre qu'on est en train, s'il était écouté, d'amener les Français dans le mur. Et moi, je n'aime pas qu'on mente au peuple. Je prétends que seul aime le peuple ceux qui lui disent la vérité et qui construisent son avenir à partir de la vérité. Je suis venu à la Réunion à chaque élection et chaque fois j'ai tenu le même langage. Nous avons à assumer l'avenir de notre pays en disant la vérité aux jeunes et en les aidant à s'en sortir. Pas en décidant de les enfoncer encore plus dans l'espèce d'enlisement dans lequel ils se trouvent. Les jeunes Français n'ont plus d'espoir. Leur rendre l'espoir, c'est leur dire la vérité et bâtir une stratégie à partir de cette vérité-là. C'est pourquoi je dis, les dizaines de milliers de postes de fonctionnaires de plus qu'on promet, les allocations multipliées par 30 ou 40%, la création de centaines de milliers d'emplois sur fonds publics, je vous regarde dans les yeux, ça ne se produira pas, ça ne se fera pas, ils ne pourront pas l'assumer, ils racontent des histoires, ils vous conduisent par le bout du nez, mais ils vous conduisent par le bout du nez dans le mur. Et s'il y a quelques années, s'il y a même encore 5 ans, on pouvait imaginer de raconter encore quelques histoires, que peut-être il était possible d'attendre quelques années supplémentaires. Maintenant, c'est fini. Nous sommes devant notre rendez-vous. De deux choses l'une, ou bien le peuple français écoutera ces histoires et ces balivernes et ces sornettes, et il connaîtra des lendemains qui déchanteront. Ou bien au contraire, il regardera la vérité en face, il dira, cette fois-ci c'est le moment. On va se réveiller. On a 4 ou 5 ans devant nous pour répondre aux questions essentielles de nos enfants, aux questions essentielles de notre vie. Nous avons à leur rendre des emplois et à leur rendre une éducation qui tienne la route. S'il le fait, il a tous les moyens de réussir. Ça demandera quelques efforts. Mais les efforts, c'est plus facile et plus optimiste que de voir d'échec en échec constater année après année que le chômage explose, que la sécurité sociale est en déséquilibre et qu'au bout du compte, on va perdre le contrat social et le contrat républicain qui est le nôtre. Voilà la lucidité et la vérité que je propose au peuple français de métropole et d'outre-mer. Et dans l'océan Indien aussi, nous avons un avenir magnifique à construire à la condition que nous sachions quel chemin nous allons suivre pour rejoindre cet avenir-là. Et ce chemin, il passe en particulier, je le dis après mes amis, par une conception nouvelle de la politique qui comprendra enfin que ça n'est pas en organisant la guerre civile des deux camps qu'on a une chance de sortir le pays de ses difficultés. Il faut que nous pensions que, comme à La Réunion, aussi différents que nous soyons, nous allons devoir travailler ensemble pour sortir le pays des difficultés.